Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit topo sur la fin de la guerre froide. Je crois que depuis, comment dire, déjà quand même pas mal de temps, il est nécessaire de revenir sur ce moment de l'histoire qui commence à s'éloigner de nous et qui quand même est tout à fait significatif tant il est réemployé dans toutes les analyses que l'on peut voir, entendre et lire par-ci par-là au niveau de la reconfiguration des relations internationales telles que nous sommes en train de la voir en ce début d'année 2026. Alors, je pense qu'il y a à peu près 4 points rapides qui pourront être évoqués ici. Le premier, c'est celui du contexte, le 10 novembre 1982, de la mort du dernier grand leader de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, qui, rappelons-le, avait pris la suite du réformateur, en tout cas de celui qui avait mis un terme au stalinisme avec le fameux rapport Khrouchtchev, hein, au moment après la mort de Staline en 1953. Et puis, il s'agit évidemment de Nikita Khrouchtchev, hein, comme son nom l'indique. Et Khrouchtchev, termine assez mal son pouvoir, notamment autour de la fameuse crise des fusées, qui va faire qu'il va être mis en minorité et remplacé par un leader qui sera surtout au service de la nomenclatura assez immobile dans l'évolution de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, qui notamment manquera le coche peut-être de l'ultime possibilité de réformer l'Union soviétique qui avait été offerte par les Tchécoslovaques lors du printemps de Prague de 1968. Brejnev meurt le 10 novembre 1982 et second point, c'est une crise de succession qui se met en place. On n'arrive pas à vraiment trouver de successeur à Brejnev et surtout il y a nécessité de réformer désormais l'Empire soviétique si c'est encore possible. Ces deux successeurs sont Youri Andropov, le tout-puissant chef du KGB, de novembre 82 à février 84, qui tentera de quelques débuts de réforme, mais mourra d'une maladie rénale au début de l'année 84, et celui qui va lui succéder sera Konstantin Tchernenko, de février 84 à mars 85. Là aussi, il ne se passera pas grand-chose. Et puis, à compter du 11 mars 1985, c'est un véritable réformateur, cette fois-ci, qui arrive sous le nom de Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev, il est jeune, ça change des classiques du régime, il a la cinquantaine quand il arrive au pouvoir, et Gorbatchev surtout va mettre en place ces fameuses réformes qui auront pour nom la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration et une politique de transparence glasnost. Réformes politiques, réformes économiques, mais qui vont arriver bien tard et qui auront pour principal effet, surtout celui de rendre la parole au peuple, d'entraîner dans un premier temps tout simplement le début de la dislocation de l'Empire soviétique. Voilà ce qui va se produire, et tout ça va mener au 26 décembre 1991 à la fin de l'Union soviétique, tout simplement. Ce troisième point qu'on peut intituler des réformes venues trop tard, se décompose en fait en 3 temps. Le premier, c'est incontestablement l'année 1989, un peu les conséquences des réformes de Gorbatchev, qui font que de la Pologne à la Roumanie, en passant par la Bulgarie, les peuples à nouveau vont se soulever les uns après les autres, et cette fois-ci, comme il n'y aura pas de répression menée par l'armée rouge, bien sûr, les temps avaient changé, nous nous dirigerons tout droit vers le retour à la démocratie dans tous ces pays. C'est vraiment ce qui va se produire
hein, de janvier à décembre 89. Alors ça commence en Pologne, la Pologne qui s'était déjà soulevée en 1980-81, ça s'était terminé par l'état d'urgence avec le général Jaruzelski. Hein. Cette fois-ci, eh bien, Jaruzelski, qui est toujours au pouvoir, va devoir céder du terrain, et ça va mener en juin 1989 au premier gouvernement non communiste du bloc de l'Est en Pologne, hein, avec Tadeusz Mazowiecki, et puis aussi, très emblématique, l'arrivée au pouvoir hein, du fameux syndicaliste emblématique polonais, anticommuniste, Lech Walesa, hein, et son syndicat Solidarność. Donc c'est la Pologne, ça commence par la Pologne, effectivement, en juin 1989, puis ça va être le moment le plus célèbre sans doute de la fin de la guerre froide, qui va être la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, ce fameux mur de Berlin, construit en 1961, et qui avait été qualifié de mur de la honte, et qui avait incarné vraiment la division des deux Allemagnes, la division de Berlin en deux, et surtout le grand symbole de la guerre froide, en tout cas en Europe. Ce mur tombe le 9 novembre 89, et on le sait, les deux Allemagnes, moins d'un an plus tard, hein, eh bien, vont se réunifier. Également, toujours dans la même période, eh bien, ce sera en novembre 89 la fin de Todor Žižkov en Bulgarie, hein, ça c'est aussi important de le noter, et puis la révolution de velours qui était en cours en Tchécoslovaquie, qui va aboutir le 28 décembre 1989, eh bien, avec une élection libre, avec Alexandre Dubček, l'homme de 1968 du printemps de Prague, qui deviendra président de la Tchécoslovaquie non communiste, et Václav Havel, le célèbre poète dissident, qui en sera le Premier ministre. Et puis, last but not least, eh bien, c'est le mois de décembre 89 toujours, où en Roumanie, eh bien, l'emblématique Ceausescu, hein, eh bien, voit son régime s'effondrer, et là aussi, on entre dans une période de transition. À cela s'ajoute bien sûr, pour les années 90, tout début des années 90, les 3 États baltes, bien sûr, auxquels on devra ajouter également donc toujours dans les années 90, eh bien, les uns après les autres, hein, les morceaux de l'Empire soviétique qui vont faire sécession, hein, qui faisaient partie, hein, qui étaient des républiques socialistes soviétiques. Alors en Europe de l'Ouest, on vient de le dire, évidemment les 3 États baltes, mais aussi la Biélorussie, hein, mais aussi l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, puis tout le Caucase qui va se déliter avec l'emblématique Géorgie, et évidemment en Asie centrale, toutes les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, et tant d'autres, hein, la petite Arménie aussi, hein, Azerbaïdjan aussi, qui vont tous devenir des États indépendants. C'en est vraiment fini de l'Union soviétique, hein, et c'est certainement aussi la disparition, hein, de l'Union soviétique elle-même, hein, soit que la date a retenu de l'histoire, le 26 décembre 1991, qui va effectivement, de fait, mettre un terme à la guerre froide, car il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a donc plus de monde bipolaire. Cette guerre froide va continuer, bien sûr, dans les années 90, les années 2000, et même jusqu'à aujourd'hui, puisque la Chine est toujours un État communiste, la Corée du Nord aussi, la question de Taïwan est toujours en cours pour la Chine, tout ça ne changera pas, mais en Europe de l'Ouest, c'est vrai que des temps nouveaux s'ouvrent avec le début des années 1990. Gros symbole aussi, le 25 février 1991, donc un peu avant la fin, la disparition officielle de l'URSS, eh bien c'est la fin du pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'alliance militaire, hein, cette fameuse alliance militaire qui était née en 1955, des suites évidemment de la crise de Berlin, hein, de 1948-49, crise de Berlin, hein, je vous le rappelle, qui avait vu la naissance des 2 alliances militaires, 1949 pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui existe toujours, mais sous des missions nouvelles, comme nous le savons, et puis de l'autre côté, donc le pacte de Varsovie, alliance militaire de l'Est, créée en 1955, qui donc, elle, disparaît le 25 février 1991.
Voilà donc dans ce petit format court, ce topo rapide, quelques rappels donc sur cette fin de guerre froide. Fin de guerre froide qui va quand même permettre aussi eh bien, le processus de ce qu'on va appeler le renforcement de l'Europe, c'est-à-dire les fameux élargissements qui vont se succéder jusque à la fin de la première décennie des années 2000, qui peut-être reprendront, mais ces élargissements vont permettre effectivement la renaissance en même temps de la fameuse Europe centrale qui avait disparu corps et bien avec la Seconde Guerre mondiale et surtout avec les conférences de Yalta et de Potsdam. Et donc le début de ce monde bipolaire en Europe entre une URSS stalinienne et un monde occidental sous la protection des États-Unis via l'OTAN. Et également, bien sûr, on mentionnera, car c'est extrêmement important, que cette fin de guerre froide va entraîner un conflit en Europe qui sera la guerre de dissolution de la Yougoslavie, qui commence tout de suite, au début des années 90, pour se terminer vers le début de l'année 2000, à peu près 10 ans d'une guerre qui fera plus de 300 000 morts et qui verra la renaissance des petits États balkaniques tels qu'ils étaient avant la création de la Yougoslavie royale, c'est-à-dire avant 1914. Puisqu'on le sait, ces petits États balkaniques étaient nés du reflux de l'Empire ottoman. Ensuite, ils vont trouver une première forme après les traités de paix de 1919-1920 sous la forme d'un État dit des Serbes, Croates et Slovènes qui viendra en 1929 la Yougoslavie royale. Et puis, bien sûr, après 1945, ça deviendra un État communiste serbe sous la férule de Tito, le chef des partisans qui avait libéré la Yougoslavie, mais un État aussi non aligné, c'est-à-dire un État qui sera avec une économie mixte, c'est-à-dire ni capitaliste ni communiste, mais une économie plutôt participative, et qui donc aura son existence jusqu'à la mort de Tito au début des années 80, et bien sûr ensuite le poison du nationalisme qui va déclencher cette guerre au début des années 90, qui opposera principalement la Serbie de Milosevic à donc la Croatie de Franjo Tudjman. Voilà ce que l'on pouvait retenir de ce moment de guerre froide, un moment important de fin de guerre froide, important car encore aujourd'hui, en ce début de 2026, eh bien nous vivons en Europe occidentale, en tout cas en Europe, tout court, dans ce monde-là encore, même si effectivement depuis le 24 février 2022, eh bien une véritable guerre d'agression menée par la Russie de Vladimir Poutine tente de s'emparer de l'Ukraine et a changé profondément depuis maintenant plus de 4 ans que ça dure la donne désormais en Europe, notamment au niveau sécuritaire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast, format court, topo historique. Merci.